Nous allons donc poursuivre avec l'apprentissage social, qu'on appelle également vicariant. Alors, un nouveau comportement peut être appris par observation et imitation d'un modèle, ça s'appelle le modeling. Euh, Ce comportement, une fois imité, sera soumis aux lois du renforcement et de la punition. Alors, qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'en clair, bon, si vous voulez apprendre à conduire une voiture, vous aurez du mal à le faire par un apprentissage, ce qui n'est rien par essai, réponse, est-ce que j'ai été renforcé positivement ou pas tiens, il y a des pédales, ben, je vais appuyer, est-ce que je vais recevoir une boulette de viande ou est-ce que ça va accélérer ou est-ce que je vais avoir un accident? Bon, on passerait des années à pouvoir conduire une voiture. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe quelqu'un qui va nous montrer et ensuite on va imiter cette personne-là. Si ça marche, ce nouveau comportement va être renforcé. Si ça ne marche pas, s'il est puni, ce nouveau comportement va être oublié. Alors ça a été testé avec des enfants où on leur a montré des gens qui faisaient des actes complètement idiots ou stupides, enfin en tout cas bizarres, et ces actes étaient renforcés. C'est-à-dire que on montrait à l'enfant un adulte en train de faire quelque chose, on le laissait dans une pièce avec les mêmes objets, il faisait la même chose, et quand il faisait la même chose, eh ben, on lui donnait un bonbon. Bah, évidemment, il avait tendance à répéter en fait ses actions. Donc vous pouvez voir cette expérience, voilà. Alors, les conséquences théoriques, l'apprentissage social permet un apprentissage partagé et rapide. L'apprentissage social nécessite de l'attention, de la rétention, de l'encodage, de la motivation. Donc Bandura développa le concept d'auto-efficacité. Le sujet imite un comportement s'il s'en sent capable. Donc il y a une notion d'auto-évaluation. Alors, vous voyez ici, vous avez quelque chose de très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'avec les concepts d'apprentissage social, Bandura va introduire une notion qui est bizarre pour la thérapie comportementale, c'est que il va utiliser des concepts qui sont des concepts psychologiques internes à la personne. L'attention, la rétention d'informations, la mémoire, l'encodage, la motivation, l'auto-évaluation, est-ce que je m'en sens capable ou pas, etc. Et donc vous avez les premiers éléments de notions cognitives où la psychologie expérimentale va commencer à ouvrir la boîte noire. La boîte noire étant euh, la manière dont les comportementalistes, les premiers comportementalistes décrivaient le cerveau, c'est-à-dire le cerveau, on n'y comprend rien, c'est trop compliqué, la psychologie, ça dit n'importe quoi, on n'y comprend rien non plus, on dit que des bêtises quand on commence à parler de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et à l'intérieur de l'esprit. Donc pour l'instant, on n'en a pas les capacités. On va considérer que l'esprit, le cerveau est une boîte noire et on va regarder les entrées et les sorties. Donc les stimulus et les réponses comportementales, éventuellement les conséquences qui vont agir sur euh, le comportement. Donc là, on a un modèle qui est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que on a des stimulus inconditionnels, avec plus ou moins des stimulus neutres qui vont devenir des stimulus conditionnels. Vous avez un organisme qui va réfléchir, c'est-à-dire que vous avez dans cet organisme des cognitions, des pensées, donc des comparaisons avec ce qu'il y a en mémoire, des questionnements sur est-ce que je suis capable ou est-ce que je ne suis pas capable. Tout ça va produire des réponses comportementales et des émotions qui vont produire elles-mêmes des conséquences sur l'environnement. Ces conséquences vont être jugées positives ou négatives. Et là, on a un système qui commence à ressembler à quelque chose de plus compliqué et d'éminemment cognitif. Donc les conséquences en thérapie, c'est qu'il y a un modeling possible par le thérapeute pour apprendre un nouveau comportement. On peut montrer aux personnes en face de nous ce qu'il faut faire. On a la prise en compte du sentiment d'auto-efficacité, donc le développement des entretiens motivationnels dont on a déjà parlé. Il y a un changement comportemental
ne s'opère que si la personne s'en pense capable. Du coup, vont apparaître, à partir des années 70, le modèle cognitif. Donc il va y avoir ce qu'on a appelé la révolution cognitive, hein, qui est basée sur la théorie du traitement de l'information. Donc là, on va ouvrir la boîte noire, on va se demander comment fonctionne l'esprit et comment on va arriver, à partir de stimulus de l'environnement, à produire des comportements, des pensées, des concepts, des émotions. Et là, on va considérer que les troubles ne sont pas liés à la réalité, mais à des biais d'interprétation qu'il faut contester et modifier. C'est-à-dire qu'en gros, le, les troubles psychologiques, les dépressions, l'anxiété, etc., la relation avec des hallucinations, ne sont pas liés euh, à la difficulté de vivre ces choses-là, mais comment on va les vivre et comment on va les interpréter. Alors, le postulat de base, c'est que la cognition détermine le comportement et l'émotion. Et les changements comportementaux émotionnels pourront être obtenus par le changement cognitif. Donc le modèle cognitif pour Aaron Beck, donc, qui est l'un des psychologues qui a évidemment modelé les thérapies cognitives, donc l'utilisation des modèles cognitifs dans les thérapies. Les problèmes psychologiques des individus découlent en grande partie de certaines distorsions de la réalité fondées sur des hypothèses et des prémices erronées. Les troubles du traitement de l'information vont entraîner des pensées dysfonctionnelles, induisant des comportements et des émotions inadaptés. Alors c'est une vieille histoire, hein, donc il est de bon ton de rappeler que les Romains pensaient déjà ça. Donc si un problème extérieur vous perturbe, ce n'est pas le problème lui-même, mais le jugement que vous en avez qui entraîne la douleur. Il vous revient donc de modifier votre jugement. Si c'est votre comportement qui vous perturbe, qui vous empêche de le modifier. Donc là, on a finalement à la fois le modèle cognitif et les implications comportementales. Alors, le modèle cognitif a été fortement influencé par l'ordinateur. Là, le cerveau est considéré comme une machine à traiter l'information, et non pas l'information, et à modéliser le monde. Et le modèle informatique est dominant à ce moment-là. Donc, les thérapies comportementales deviennent les thérapies cognitives et comportementales. Donc, en gros, vous avez le réel, et votre esprit va commencer à travailler sur le réel en faisant des filtres. C'est-à-dire que le réel, c'est des milliards et des milliards d'informations par seconde. Vous ne les traitez pas toutes. Le cerveau va filtrer déjà un certain nombre d'informations. Ces informations, une fois filtrées, vont être interprétées par votre cerveau et ensuite il va y avoir un passage à l'action en fonction de l'interprétation que vous en avez. Donc l'idée, c'est que l'esprit est un filtre et un prisme déformant de la réalité. Le but du cerveau n'est pas de reproduire la réalité, mais d'en créer un modèle exploitable pour l'action. Les thérapies comportementales vont intégrer les apports de la cognition et deviennent des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, le modèle simplifié, c'est ça. Vous avez la réalité, vous avez l'interprétation, vous avez l'action, donc la situation pour un homme, les pensées automatiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cognitions automatiquement formées par l'esprit lorsqu'il se passe quelque chose devant soi, et que ces pensées automatiques vont déterminer le type de réaction émotionnelle, comportementale et physiologique que vous aurez. Situation, je lis un livre, une phrase m'échappe, pensée automatique, il est trop dur, je n'y arriverai jamais, réaction, tristesse, comportement, j'arrête de travailler. Donc là, le modèle ABA est assez simple, on a un événement déclencheur, on a des croyances et des pensées, des images, des souvenirs qui vont être déclenchés par cet événement A, et en C, vous avez les conséquences émotionnelles et comportementales. Donc A sera interprété par B, B, ça provient d'expériences anciennes que vous avez déjà en mémoire, et C, vous allez avoir les problèmes psychologiques découlant de B et non de A. Donc, dans les troubles anxieux,
les pensées automatiques sont assez faciles souvent à repérer dans la plupart des cas. Donc les pensées automatiques organisées dans le cas de l'anxiété sous forme de scénario catastrophe illustrent qu'une même situation entraînera des conséquences différentes en fonction de l'interprétation, et ça peut être une aide utile au diagnostic différentiel. Donc je prends l'avion, situation A. Donc en fonction des troubles anxieux, vous aurez en B des interprétations différentes. La personne qui va se dire je vais avoir un problème de santé, on ne pourra pas me sauver, ça sera plutôt un trouble panique. Ensuite, un TAC va plutôt avoir en B des hypothèses, des interprétations qui vont dépendre de l'actualité, s'il y a eu des attentats, des accidents, des tempêtes, etc. Le phobique spécifique va avoir un scénario très simple autour de l'objet phobique. L'avion va tomber, voilà, c'est trop lourd pour tenir en l'air, je sais pas quoi. Les TOC va avoir un scénario qui va en gros dire qu'il va créer un accident technique et causer quelque chose de grave. Et donc il va y avoir un scénario de responsabilité. Donc là on voit pas tout, mais c'est ça. Le phobique social, lui, va avoir en B je vais être ridicule en passant dans le couloir central, on va se foutre de moi, on va se moquer de moi. Et PTSD, donc un accident va se reproduire comme celui que j'ai vécu, etc. Donc vous voyez, A, c'est toujours la même chose, c'est je prends l'avion. En C, la réaction, ça va être la même, l'évitement et l'anxiété. Et en B, vous aurez des scénarios très différents. Donc vous commencez à voir qu'il peut y avoir un intérêt assez pratique à découvrir les scénarios et les pensées automatiques, donc les cognitions, pour faire un diagnostic différentiel qui va s'avérer important si vous voulez traiter, que ce soit en thérapie cognitivo-comportementale ou avec des médicaments. Vous n'allez pas traiter un phobique social comme un trouble panique, comme un TOC, etc. Donc, le modèle est rendu un peu plus complexe par des croyances de base, et croyances, le cœur des croyances en fait. Donc les croyances, c'est le niveau le plus fondamental, c'est des schémas qui sont rigides, inconditionnels et globaux. Ensuite, vous avez des pensées automatiques qui sont spécifiques de la situation, c'est le niveau cognitif le plus superficiel. Et entre les deux, vous allez avoir des croyances intermédiaires, des thèses, des règles, des opinions. Alors, les croyances sont dans ce modèle le filtre principal entre le monde observé et l'interprétation que l'individu va en faire. En gros, les croyances, c'est vos schémas sur le monde que vous avez gardés en mémoire. Donc, vous avez le réel, ces croyances qui vont modifier en fait votre vision du réel et qui vont vous donner les interprétations et ensuite l'action. Alors, ces croyances de base typiques sont sur soi, sur les autres et sur le monde, et nous verrons ça dans la prochaine vidéo.